Bonjour et bienvenue sur Plan B, l'émission qui donne la parole aux acteurs de la transition et de la résilience. Aujourd'hui, j'accueille, une fois n'est pas coutume, Arthur Keller. Bonjour Arthur. Bonjour. Merci beaucoup Arthur d'intervenir dans le cadre de notre émission. Avant de démarrer, il faut rappeler que nous sommes le 29 mars, que nous vivons une période quelque peu sombre de notre histoire et que nous sommes de tout cœur avec le personnel soignant en France et ailleurs dans le monde qui est au front, qui fait preuve de beaucoup de courage et vous avez tout notre soutien. Nous pensons également à ceux qui perdent leur travail ou ont peur de le perdre et qui subissent les conséquences économiques de la crise sanitaire. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que Arthur, depuis quelques années, tu as alerté sur de nombreux éléments dont nous sommes en train de témoigner aujourd'hui et des vulnérabilités de notre système. Tu as alerté sur le manque de stock, notre système fonctionnant en zéro stock et en flux tendu, notre système de circuits longs qui s'étire avec des systèmes d'approvisionnement complexes, interconnectés et donc vulnérables aux effets de cascade, comme ceux que nous sommes en train d'observer, par exemple, sur la chaîne alimentaire. Je t'ai invité parce que depuis quelques années, tu élabores également des propositions qui, à la lumière de la crise actuelle, trouvent encore plus de pertinence et qui pourraient nous aider à nous en sortir par le haut en pensant à l'après. Donc, c'est dans ce cadre que je t'invite pour venir nous les représenter et les remettre dans le contexte de ce que nous vivons actuellement. C'est une dizaine de propositions dont nous allons parler pour rendre la France donc plus résiliente. Avant de faire cela, Arthur, est-ce que tu voudrais te présenter ainsi que le cadre dans lequel tu as élaboré ces propositions il y a quelques années? D'accord. Merci Cyrus. Oui, donc effectivement, on est dans une crise grave et multifactorielle qui ressemble un petit peu à ce sur quoi j'ai travaillé dans le passé, même si je n'ai pas travaillé spécifiquement sur la question d'une pandémie. Et donc, je vais dire qui je suis et ce sur quoi j'ai travaillé, et on va voir effectivement à quel égard ça peut être pertinent aujourd'hui, peut-être même plus pertinent que jamais. Donc moi, je suis ingénieur de formation et je m'intéresse aux risques systémiques que j'essaie de modéliser en dynamique des systèmes. Et puis, je m'intéresse aux solutions. Quand je parle de solutions, c'est un terme un petit peu galvaudé. Quand je parle de solutions, c'est-à-dire, je m'intéresse à ce qu'on peut faire, aux leviers que l'on peut actionner pour améliorer notre résilience collective face à un certain nombre de risques, voire, dans un certain nombre de cas, éliminer ces risques. Et puis voilà, basculer plutôt dans une société qui est résiliente, certes, mais également est digne, et une société également qui est plus, dès qu'elle peut l'être, est régénératrice du vivant et régénératrice également des liens sociaux, plutôt que destructrice de tout cela. Alors, je travaille sur les leviers d'ailleurs. Là, on va parler plutôt de choses politiques, mais je travaille sur tous les leviers en réalité, parce qu'il n'y a pas de solution à un problème systémique qui ne soit le même systémique. Et c'est peut-être la spécificité de mon profil, c'est que moi, j'ai travaillé à la fois sur ce qu'on peut mettre en œuvre quand on est un individu, parce qu'il y a un certain nombre d'actions individuelles qui font sens et qui doivent être mises en route. Ça ne veut pas dire individualiste, parce que je suis justement vent debout contre les individualismes, quels qu'ils soient, qui sont destructifs, et pour des façons de travailler en solidarité. Mais en bref, je travaille sur les leviers individuels et les leviers collectifs. Et ça peut être donc un collectif citoyen, ça peut être ensuite une collectivité, ça peut être donc un élu local, ça peut être une entreprise ou un entrepreneur, ça peut être également un État, ça peut être une région. Voilà. Et à chaque échelon et à chaque type de structure, j'ai envie de dire, il y a un certain nombre de leviers sur lesquels on peut agir, et c'est là-dessus que je travaille. Voilà. Donc, en l'occurrence, là, on va faire un petit zoom sur un programme que j'avais construit. Alors, je ne l'ai pas écrit tout seul. C'est un programme dont j'ai été le pilote. J'ai piloté l'élaboration de ce programme dans le cadre de la présidentielle en 2017. Il y avait une candidate qui s'appelait Charlotte Marchandise, qui a été méconnue du grand public parce que on s'est heurté à des verrouillages sur le plan médiatique. C'est extrêmement difficile de porter des nouvelles idées quand on n'est pas connu déjà à l'avance.
Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas connue que le travail qu'on a fait a à rougir. C'est-à-dire qu'on a fait un énorme travail qui vaut largement aussi bien que ceux des grandes formations politiques, si ce n'est plus. En tout cas, plus à un égard, le nôtre était cohérent. Et on l'aime pas, mais le programme qu'on a fait, puisque moi j'ai cette vision systémique, enfin de systémicien, on va dire, le programme qu'on a construit est un programme qui de bout en bout est cohérent, alors que les autres programmes que j'avais lus, à un moment ou à un autre, il y avait des incohérences majeures, notamment entre le volet économique et le volet écologique. Le nôtre était au moins ça, il était au moins cohérent. Et donc, si les gens veulent, tu mettras peut-être le lien en dessous, si les gens veulent aller le voir, il est encore en ligne. En tout cas, c'est effectivement un gros programme qu'on avait fait qui consiste à entreprendre une transition sociétale, c'est-à-dire à engager de manière systémique toute la société dans une grande transition pour qu'elle soit plus résiliente et digne. Et pour, je dirais, réparer tout ce qui peut être réparé, les liens et la nature, les liens humains et la nature, et puis pour arrêter les destructions les pires, pour justement lever le pied sur ce qui déconne. Voilà, donc c'est un petit peu ça qu'on avait fait. Donc là, on me demande depuis quelque temps, c'est marrant, hein, 3 ans plus tard, à la lumière de cette crise du coronavirus, on me demande de ressortir un petit peu ces travaux, des propositions, il y en a des centaines, il fait 400 pages le programme. D'ailleurs, je sais que ça peut faire peur, mais je dis aux gens, allez quand même jeter un œil, parce qu'au début, au moins il y a un résumé, regardez au moins le résumé et les propositions phares. Là, on va essayer d'en retirer 10 propositions. J'ai un chat qui hurle, s'il te plaît, arrête. Je ne sais pas si ça s'entend, 10 propositions. C'est évidemment 10, celles qui me semblent peut-être les plus basculantes, c'est-à-dire quand on les met en place, ça entraîne le reste. Néanmoins, c'est très incomplet encore. Alors, on pourrait discuter 4 heures, et ce n'est pas le but là, dans cette discussion, qui est censée durer à peu près une demi-heure. Voilà pour l'introduction. Et je suis ton rythme pour la suite. Si on passe à la toute première des propositions, c'est effectivement un bon point de départ, notamment lorsqu'on fait un constat quand même d'un certain degré d'impréparation face aux crises, voire de suffisance lorsque des gens viennent lancer des alertes, une espèce de culture de l'insouciance et de foi aveugle dans le marché ou les élites politiques ou la technologie vont assurer notre sécurité. Ça va se résoudre tout seul. Donc, je pense que ta première proposition consiste à véritablement entrer dans une culture de la préparation à la résilience, en commençant par un diagnostic territorial de la résilience. C'est ça. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire finalement sur cette proposition-là, qui est simplement effectivement d'engager un grand programme de diagnostic de la résilience, multi-échelle et multi-thème, on va dire, de la résilience multidimensionnelle, voilà, des territoires. C'est-à-dire qu'il y a des questions, mais pour cela, il faut quand même juste définir un tout petit peu ce que c'est que la résilience, en tout cas dans le sens où moi je l'entends lorsque je dis ça. Et il faut bien également arrêter parce qu'il y a beaucoup de caricatures aujourd'hui sur le terme de résilience. Des gens qui penseraient que la résilience, c'est un truc d'écolo. Voilà, je ne sais pas pourquoi, il y a cette idée-là, comme quoi la résilience, oh là là, ça c'est encore un truc d'écolo ou de gauchiste. Alors là, je suis tout à fait épaté quand j'entends des choses pareilles, sachant que la résilience, c'est un sujet on ne peut plus sérieux. Je ne dis pas que ce n'est pas sérieux si c'est de gauche ou si c'est écolo, mais ce que je veux dire par là, c'est un thème dont vont s'occuper des gens dans la prévention des risques. C'est un thème qui est extrêmement cher à tout ce qui est force de l'ordre, et notamment les pompiers, justement les ambulanciers, les gens qui travaillent vraiment sur la gestion de crise également connaissent bien ce thème de résilience. Et puis les grandes institutions ne font que parler de résilience. On a le FMI qui parle de résilience, la Banque mondiale. C'est pas une référence pour moi, mais je dis juste que dire que c'est un truc d'écolo-gauchiste est totalement idiot, quoi. Ça n'a aucun sens. Sauf à penser que les armées sont des institutions écolo-gauchistes. Voilà, exactement. Donc les armées, effectivement, s'intéressent énormément à ces questions de résilience. L'ONU, la Commission européenne, bon bref, passons. Ça n'a rien à voir. Ce sont des questions qui concerne tout le monde. Et si vous voulez pas dire résilience, on dit sécurité. C'est pas exactement la même chose. Mais bon, on va dire que c'est une question in fine de sécurité physique et civile, de protection civile des gens, donc d'ordre public. Mais c'est une question au-delà de ça, en amont, de sécurité alimentaire, de sécurité énergétique, de sécurité sanitaire.
Et la résilience va un peu plus loin que la sécurité, c'est la capacité à rester opérationnel, fonctionnel, au-delà de certains chocs que l'on peut subir. Là, on a un coronavirus qui nous déferle dessus, et ça, c'est un choc systémique. Systémique déjà dans ses causes, parce qu'il vient de la… Cette crise a l'impact qu'elle a uniquement parce que le système n'était pas prévu pour, il n'était pas conçu pour, parce qu'on n'a pas de cette culture du risque. Et c'est pas quelque chose de, c'est pas un gros mot, la culture du risque. C'est pas être obnubilé par oh mon Dieu tout va s'effondrer. C'est être prévoyant. Voilà. Je rappelle que gouverner c'est prévoir. Ça c'est la citation d'Émile de Girardin. Mais donc c'est être prévoyant. Donc une culture du risque. Et derrière, les gens également ont tendance à ne pas se préoccuper, à ne pas anticiper et à ne réagir que quand il est trop tard. Voilà, donc ça, c'est pour aller contre tout cela qu'il faut également, dès aujourd'hui, dès demain, entreprendre un grand programme de diagnostic de la résilience multidimensionnelle des territoires. Pourquoi des territoires? C'est parce que ça se joue à ce niveau-là. Et quand je dis, je termine là-dessus, résilience multidimensionnelle, ça veut dire quoi? Il ne s'agit bien pas de la résilience des individus, mais de la résilience des systèmes, donc en l'occurrence des systèmes humains en interaction avec une nature, voilà, un monde naturel. C'est ça le système, un système socio-écologique. Et de cette résilience face à des risques qui peuvent être des risques eux-mêmes qui remettent en question les fondamentaux du système. Donc on est sur de la résilience systémique des systèmes. Voilà. Et je dis ça parce qu'il y a d'autres acceptions du terme résilience qui circulent ou d'autres champs d'application de la résilience. Par exemple, on va souvent dire qu'on va faire de la résilience climatique. Donc un territoire peut être résilient sur le plan climatique au sens où s'il y a une grosse canicule, s'il y a un événement climatique extrême, alors on va être capable de gérer la crise et de revenir à l'état initial. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de ça. Hein. C'est vraiment pas une résilience face à certains types de crises séparées. Ça l'inclut, j'ai envie de dire, mais ça ne se limite pas à ça. C'est une résilience vis-à-vis de chocs qui peuvent entraîner l'intégralité du système dans le sillage. Et il ne s'agit pas nécessairement de revenir à l'état initial, mais juste de ne pas s'effondrer totalement et de rester fonctionnel. Je termine en disant une chose. Tout à l'heure, tu disais qu'on voyait déjà un certain nombre en introduction, tu as dit ça, un certain nombre d'effets systémiques de la crise. J'ai envie de te dire, on a les prémices. La réalité, c'est que la crise, elle arrive. Donc là, il y a une crise sanitaire qui était une crise hygiénique au départ, qui est une crise de notre rapport au vivant, tout ça, on peut réfléchir là-dessus sur le plan philosophique même. Mais bon, concrètement, c'est une crise sanitaire. Mais ce n'est que le début de la crise. Hein. Ce qui va suivre derrière, ce sont les impacts, effectivement, la déferlante des conséquences et des conséquences des conséquences et des conséquences des conséquences des conséquences, etc. Qui tout cela va se multiplier et ça commence déjà jusqu'à un certain point. Voilà. Donc jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça va nous entraîner, je ne sais pas, mais à minima, on est en train de se prendre une crise économique et financière derrière majeure, une crise énergétique probablement majeure, puisque c'est en conjonction avec un baril du pétrole qui chute, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le but. On pourrait faire une vidéo spécifique sur toutes les conséquences de la crise, mais c'est les impacts au niveau système de cette crise restent à voir, ils arrivent. Donc, il n'est jamais trop tard pour se préparer. Voilà. Et maintenant, j'essaierai d'être un peu plus court. Là, je voulais poser un certain nombre de concepts et de notions, mais un peu plus direct pour les autres réponses. Sur ta deuxième proposition, il s'agit d'indicateurs. On peut constater là où peut nous mener notre manière de piloter la performance actuellement, donc à échelle macroéconomique, essentiellement le PIB et l'emploi, c'est peut-être très bien, mais on peut penser que ce n'est pas suffisant. À échelle plus micro des entreprises, la rentabilité. Tout ça fait qu'on met en place un système, par exemple, zéro stock, avec des circuits longs très étirés, qui peut-être à court terme fonctionne parce que les prix d'énergie sont bas et parce qu'il n'y a pas de dérèglement systémique. Mais on peut voir les vulnérabilités que ça induit et l'insuffisance, on va dire, des indicateurs quasiment purement financiers qu'on s'empresse d'optimiser. Face à cela, qu'est-ce que tu proposes? Donc, effectivement, on vit dans un monde néolibéral. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'est. Ça ne veut pas dire que tout le monde vit selon les préceptes ou les principes du néolibéralisme. Mais presque tout le monde sur cette planète aujourd'hui dépend directement ou indirectement de ce système mondialisé qui fonctionne sur des bases, on va dire, de l'OMC, qui elle-même, derrière, déroule l'idéologie néolibérale. Parce que c'est une idéologie. Hein.
il faut bien quand même le dire, une idéologie qui se base sur essentiellement l'école néoclassique en économie. Et dans l'école néoclassique, il y a des aberrations totales. C'est-à-dire que les modèles économiques et même macroéconomiques qu'on utilise absolument partout, jusque dans les grandes institutions, tous les gouvernants au niveau mondial, tous à deux exceptions près, quoi, hein. Le Bhoutan, peut-être, je sais pas, j'allais dire peut-être le Costa Rica, et encore je suis pas sûr, mais je veux dire, voilà, à part deux petites exceptions éventuellement, tout le monde fonctionne à base de modèles qui ne prennent pas en compte les ressources naturelles et donc la finitude de ces ressources naturelles dans les modèles. Et ça vient de Jean-Baptiste Say. Hein. Jean-Baptiste Say, un des fondateurs de l'école néoclassique, qui a quand même réussi à nous sortir, il faut la sortir, celle-là, que parce que les ressources naturelles sont gratuites, elles sont nécessairement illimitées. Voilà. Donc, parce qu'elles sont illimitées, elles n'entrent pas dans le champ des sciences économiques. Voilà, c'est une aberration de pensée totale. On est dans du hors-sol. Et pourtant, c'est fondamental dans la manière dont nos modèles macroéconomiques sont construits aujourd'hui. C'est délirant. Donc, oui, aujourd'hui, on s'intéresse uniquement à la question humaine tout de même, et puis la question du capital productif, et avec l'argent, qui est partout et qui est notre seul, finalement, notre seule boussole. Et donc, on va s'attacher essentiellement à du quantitatif. Et qu'est-ce qu'on est capable de produire quantitativement? Et on ne s'intéresse, avec le PIB notamment, on ne s'intéresse qu'à ce qui fait l'objet d'une transaction commerciale. Et c'est notre vision entière du monde. Bon, alors c'est un peu grave tout ça, surtout que Simon Kuznets lui-même disait que le PIB n'était pas une bonne boussole pour décider du sort des nations. Simon Kuznets, c'est le créateur du PIB. Voilà, donc c'est un petit peu aberrant la place que cet indicateur a pris. Là, on parle au niveau macro, on parle au niveau des États. On pourrait, je ne vais pas le faire parce que sinon on y passe 3 heures, on pourrait redescendre au niveau plus micro sur les entreprises, effectivement, et sur le fait qu'on ne s'intéresse quasiment que à la rentabilité économique d'une entreprise sans prendre en compte les autres aspects. On parle de développement durable, on parle de RSE, et très honnêtement, c'est un petit peu de la branlette. Donc, au final, j'ai vraiment, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment je dis ça, des gens qui pourraient mal le prendre quand je dis ça, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment envie d'eux. Mais ça va largement pas assez loin. L'application que font les entreprises du développement durable est très, très partielle, quand ce n'est pas carrément du greenwashing pour certaines. Souvent, on voit des entreprises qui disent, sous prétexte de RSE, injecter un tout petit peu de social à l'intérieur de leur politique, un tout petit peu. Bon, par exemple, nous avons des emplois non délocalisables. Voilà, c'est de la RSE. Sous prétexte que ce n'est pas purement économique, il y a aussi le côté légèrement social, c'est de la RSE. Il n'y a rien d'environnemental, parce que tout le monde s'en fiche, parce que ce n'est pas rentable. Et au final, c'est de la RSE. Donc ça, c'est absurde. Donc ça, c'est l'application que font les entreprises du développement durable. Et accessoirement, le développement durable n'a jamais été durable. Donc même lui, si on l'appliquait stricto sensu, même lui n'aurait jamais suffi. Voilà. Donc nous avons de toute façon 5 trains conceptuels de retard avant de faire un monde qui soit réellement durable, c'est-à-dire qui prenne en compte la finitude des ressources et également peut-être la finitude humaine, c'est-à-dire les limites qu'on ne peut pas dépasser même sur le plan humain, et qui intègre ça dans les modèles. Donc on n'est pas du tout. Il faut impérativement changer les indicateurs, notamment les indicateurs de richesse, les indicateurs de succès pour les nations, pour la nation, et intégrer du coup derrière, décliner ça en critères, intégrer de nouveaux critères dans le cahier des charges de la commande publique. Voilà. Quand l'État fait un appel d'offres, il ne faut plus que ce soit sur les mêmes critères. Il faut intégrer les nouveaux critères de finitude qui sont propres à notre siècle. Parce que si on ne le fait pas, si on n'accompagne pas d'un côté une régénération du monde vivant et une réparation des sociétés humaines, et de l'autre côté, si on n'accompagne pas une descente, une décroissance des flux énergétiques et matériels, si on n'intègre pas ça dans les flux, on se tire une balle dans le pied. Rien ne sera possible d'ici quelques années ou décennies si on ne fait pas cette décroissance énergétique et matérielle. Elle nous est imposée de toute manière, soit on l'accompagne, soit on la subira dans le chaos. Sur ta troisième proposition, que je te laisserai développer, on voit que cette crise révèle l'importance de l'échelle communale dans la sécurité énergétique, alimentaire, physique des citoyens. C'est l'échelle vers laquelle les citoyens se tournent lorsque les problèmes deviennent juste beaucoup trop complexes, trop chaotiques pour être gérés à échelle mondiale, européenne, nationale, où les pouvoirs sont soit débordés par l'accumulation de problèmes, soit carrément à côté de la plaque. On a vu là, en ce moment même, le lancement des négociations pour l'adhésion de l'Union européenne
pour l'Albanie et la Macédoine. En fait, parce que c'est vraiment le sujet du moment à traiter par l'Union européenne, sachant le contexte politique déjà, on va dire avec la vague de populisme qui nous arrive dessus. Je ne suis pas sûr, ça c'est quand même reflet d'une certaine déconnexion. Dans ce contexte, les maires ont plus que jamais l'opportunité de se montrer forts, de se montrer rassurants envers leurs administrés, de proposer un cap fédérateur localement pertinent qui tienne compte des ressources locales, à la fois des ressources naturelles, mais aussi des ressources humaines, c'est-à-dire des pionniers sur lesquels on peut s'appuyer pour bâtir localement la résilience et reprendre le contrôle. Et on voit une demande croissante d'implication citoyenne. On voit en ce moment même dans la crise de nombreux actes de bravoure et de solidarité, malgré le confinement qui empêche quand même, dans une certaine mesure, de porter de secours à son prochain. Mais on voit néanmoins des actes de solidarité se multiplier à l'échelle locale. Dans ce cadre-là, Arthur, que peuvent faire les citoyens et les municipalités pour avancer? Alors, effectivement, oui, c'est un peu le troisième pan que j'ai en tête. D'une manière générale, je dirais qu'il faut reterritorialiser tout ce qui peut être, tout ce qui est reterritorialisable. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, il s'agit de redonner énormément de pouvoir décisionnel et de latitude d'action au local. Alors, bon, après, ça va dépendre énormément du coup des gens qui sont là localement, et donc ce sera très disparate en fonction des territoires. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas. Donc, il faut ça, tout en étant un petit peu directif aussi sur certaines obligations des territoires. Et parmi les obligations des territoires, il faudrait inscrire l'impératif de sécurité. Donc, de sécurité alimentaire, sanitaire, énergétique, et physique, des gens. Ça devrait être absolument indispensable. Donc ça, c'était l'enjeu de la troisième proposition dont je t'avais parlé. L'idée, si tu veux, je ne suis pas le seul à le dire, mais la résilience doit s'organiser au niveau territorial. La résilience, elle s'organise à quelques dizaines de milliers de personnes. 100 000, je pense que c'est vraiment le maximum. Donc quelques milliers à quelques dizaines de milliers. Donc ça va être un bassin de vie avec une communauté de communes, peut-être, des choses comme ça. Ça va être une petite ville. Les grosses villes, c'est trop gros. Quand je dis c'est trop gros, ça ne veut pas dire c'est foutu. Ça veut dire qu'il faut les découper en secteurs si on veut avoir une chance d'organiser les résiliences. Et il faut qu'elles s'organisent en secteurs. Évidemment, ce n'est pas quand je dis ça, quand je dis territorialisation, organisation en secteur, il ne s'agit pas de cloisonner les choses. Il ne s'agit pas de vivre en autarcie, de s'isoler du reste. Ce sont des résiliences qui doivent s'organiser de manière intelligente et dynamique au niveau territorial et en interaction les uns avec les autres. Donc, pour faire un maillage de territoires solidaires entre eux. Donc, ça, c'est bien ça l'idée. Donc, on a en tout cas le manque de résilience, notamment alimentaire, c'est ça qui est dingue, de nos territoires a été depuis longtemps démontré. Il y a des travaux là-dessus qui montrent qu'on ne produit pas du tout. Si tu veux, le seul territoire, la commune en France qui consomme le plus de ce qu'elle produit, c'est Avignon, en consommant elle-même 8% de ce qu'elle produit. Oui, seulement la moyenne française est en 2%. Voilà. Exactement. Et ça, que ce soit à la campagne ou en ville. Oui, voilà. C'est 2% effectivement la moyenne, sachant que ça veut dire aussi qu'il y en a qui sont largement en dessous encore, à moins de 1%. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne subsistent alimentairement parlant qu'avec ce qui arrive sur leur territoire, donc des chaînes d'approvisionnement qui elles-mêmes sont dépendantes du pétrole à 94% en France. Et il se trouve que la France produit 0,4% du pétrole qu'elle consomme. Donc, on est entièrement tributaire d'imports de pays qui sont eux-mêmes sous haute tension géopolitique. Notre capacité à assurer ces approvisionnements en pétrole et donc les chaînes d'approvisionnement dont nous sommes dépendants pour notre sécurité alimentaire de base, notre capacité à assurer ça pour les prochaines décennies n'est pas gagnée, n'est pas assurée. Donc voilà, il y a des gens qui ont mis ça également en lumière de manière assez frappante, comme Stéphane Linou, par exemple, lorsqu'il a essayé de devenir locavore, il l'a fait, enfin ça a été compliqué, donc c'était déjà il y a plus d'une dizaine d'années, et aujourd'hui il travaille encore là-dessus, en montrant bien qu'il y a un lien entre la question de la résilience alimentaire des territoires et la question de la sécurité civile et même de la défense nationale. Voilà, donc ça c'est intéressant. Je renvoie également volontiers aux travaux que fait Alexandre Boisson avec SOS Mer, où il s'agit justement, je dis qu'il faut intégrer pour les communes un impératif de sécurité alimentaire, énergétique, sanitaire et compagnie. Bon, lui, il parle du plan communal de sauvegarde, notamment, qui est un dossier qui est dans chaque commune ou presque,
je crois, 22 000 communes françaises ont un plan communal de sauvegarde, il me semble. Bon, il faut intégrer ces questions de sécurité et de résilience à l'intérieur de ce plan communal de sauvegarde partout en France. Et après, une fois qu'on a fait ça, après, on laisse le champ en redonnant du pouvoir aux élus locaux, en revalorisant le statut de l'élu local. Et ça, c'est également une autre proposition, je ne vais pas la développer là, mais une autre proposition sur laquelle on a travaillé dans le programme, qui est repenser complètement le statut des élus locaux. Oui. La quatrième proposition va porter véritablement sur la reprise entre guillemets du cours normal des choses, du moins c'est actuellement le grand objectif fixé, que ce soit par la Banque centrale européenne ou notre État, que ce soit par manque d'imagination ou dans l'urgence, l'objectif est de faire repartir les choses comme avant. Le problème dans tout ça, c'est que alors les économistes ne sont pas forcément tous d'accord. Ils se disent effectivement la question ne se pose pas. On décale tout de 2 mois ou quelle soit la durée de confinement. On décale les trésoreries gentiment, on décale les salaires. L'État ou que sais-je la Banque centrale renfloue ce qu'il faut et c'est reparti. Néanmoins, d'autres parlent d'une récession face à laquelle, enfin, sans commune mesure avec celle de 2008, c'est-à-dire bien plus grave, sachant qu'un pays comme la France et beaucoup d'autres ne sont toujours pas remis de la crise de 2008. On était à 3,5 millions de chômeurs catégorie A jusqu'à E en France avant 2008. On est aujourd'hui à 6,5 millions. Donc le système comme avant, le retour à la normale, ça veut dire un système à la normale qui n'arrive pas à réembaucher les gens. Et on parle maintenant potentiellement d'une nouvelle récession, si ce n'est une dépression du niveau de 1929. Bruno Le Maire a pu le suggérer, qui ferait encore des millions de chômeurs en plus. Et on s'attendrait à ce qu'un retour à la normale les réemploie tous. Donc, quoi qu'il en soit, on a, me semble-t-il, besoin d'un véritable cap fédérateur qui ressoude les gens et qui les occupe autour d'un nouveau projet de société. Ce n'est pas le retour à la normale qui va tous les occuper. On est loin ici d'avoir la prétention de faire reboucler cette équation macroéconomique très complexe. Il y a des questions de revenus, il y a des questions de ce que les gens veulent faire de leur vie. Néanmoins, quelle est la direction, Arthur, qu'on pourrait donner pour l'après ? Ouais. En toute crise, il y a la crise et puis il y a l'opportunité qu'elle représente également pour rebondir sur autre chose. À ce stade, il y a deux grands champs dans lesquels il faut agir. Le premier, c'est se préparer à organiser des choses très concrètes dès que le confinement s'arrêtera. C'est-à-dire qu'il faut chacun de son côté là, se construire un petit starting block chez soi, là, en bois, clac, clac, clac. Et puis, il faut se mettre en réseau sur les réseaux virtuels, également s'organiser à distance pour l'instant, pour qu'au moment où la porte du confinement s'ouvre, paf, on est sur son starting block et c'est parti pour la course, on est prêt. Dans un premier temps, à très court terme, il y a des choses à organiser qui relèvent de l'entraide, j'ai envie de dire. L'entraide pour les petits, pour les vulnérables, les petits producteurs locaux, les petits commerçants, les petits artisans, les services publics également, surtout les services publics les plus essentiels, etc. Donc, à ce niveau-là, va y avoir des solidarités à mettre en place à très, très court terme, dès que le confinement s'arrête. Et ça se prépare pendant qu'on est en confinement. Bon, là, ce n'est pas le cadre de ce dont on parle. Là, je parle plus de dispositions à mettre en place, enfin de propositions, de mesures politiques à mettre en place pour un autre projet de société, tout ou partie, mais déjà, ce serait pas mal d'en mettre en place une ou deux. Et si on pouvait mettre en place les 10, ça aurait encore plus de sens, puisqu'elles se tiennent de façon systémique, c'est une cohérence d'ensemble. Et donc là, je vais effectivement plutôt te parler sur des choses d'un peu plus long terme, puisque ce sont des propositions politiques à porter politiquement, mais également à pousser de façon citoyenne. Aujourd'hui, le retour à la normale ne sera pas possible. Il n'est pas possible. Il n'y a pas de normal d'ailleurs. Ce n'est pas le retour à la normale. C'est plutôt le retour à L' anormal. Voilà, le retour à la normale. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait le voir. Notre monde est anormal. Notre monde ne devrait pas fonctionner. Il est totalement délirant et d'ailleurs, il touche à ses limites. Donc, repartir sur quelque chose qui touche à ses limites, c'est quoi ? C'est, dans le meilleur des cas, prolonger de 1 an ou 2 avant que ça retombe et puis que ça retombe et que ça retombe. Non, il faut juste changer effectivement le système. Le gros souci, c'est qu'on n'est pas les seuls à vouloir faire ça. Donc, d'un côté, on va avoir les adeptes du retour à la normale qui vont faire tout ce qu'il faut pour renflouer ce qui est à renflouer, pour maintenir à flot ce qui est à maintenir à flot, en nous sortant des centaines et des milliers de milliards qui vont être financés par qui ? Par Bibi, par les contribuables,
pour un système qui, de plus en plus, nous écrase, qui est oppressif, qui est disruptif, qui est inégalitaire au possible, et qui touche, justement, qui arrive on arrive à des sommets dans l'inégalité, dans la concentration des pouvoirs et des capitaux. Bref, c'est absurde. Donc ce système-là, qui est un système moribond et nécessairement dystopique à relativement court terme, il y en a qui veulent le continuer et d'autres qui veulent le changer, mais attention, ce n'est pas parce qu'ils veulent le changer que l'alternative sera meilleure. Si tu veux, on a beaucoup de… Je vais appeler ça des néo-fascistes. On a beaucoup de… En tout cas, non, je ne vais pas dire ça comme ça, parce que quelque part, c'est blessant. Parce qu'il n'y a pas que, en plus. Il y a un certain nombre de gens qui sont des gens qui fonctionnent à la peur. Voilà, c'est les gens de la peur. Les gens qui voient uniquement le monde comme des rapports de force et il faut gagner parce que sinon, ils ont peur de je ne sais quoi. Donc, on est dans le rapport de force, dans le rapport de domination, dans nous contre les autres. Et les gens qui sont dans ces postures-là sont les gens qui sont en train de se préparer. Ils sont en train de nous préparer une alternative. Et ce n'est pas forcément une alternative très positive dans le sens où ça ne pourra amener que le conflit. Et des conditions de vie pas forcément enviables. Donc, aujourd'hui, il y a effectivement une opportunité. Encore faut-il qu'on soit malin et qu'on soit très entreprenant pour y arriver à imposer ça sur le plan politique et pour que les gens poussent derrière, que les gens eux-mêmes n'aient pas envie de retourner à la normale. Une grande transition, c'était ma 4e proposition, une grande transition qui doit s'organiser. Elle est sociétale, cette transition. Bon, mais elle est à certains égards énergétique, alimentaire, écologique. Je dis ça, c'est pas de l'écologie au sens Europe Écologie Les Verts, c'est de l'écologie au sens où on s'intéresse à l'écologie, la science de comment fonctionnent et survivent les écosystèmes, notamment. Donc, il y a notamment une grande transition énergétique à mener, mais elle doit se mettre, la transition énergétique, elle n'est pas toute seule, c'est pas juste un truc tout seul, et c'est pas une transition comme celle qu'on essaie de nous vendre à base d'énergie renouvelable, ultra technologisées, qui ne font que déplacer le problème, ne résolvent strictement rien. D'accord ? On sort d'une dépendance au pétrole, on va vers une dépendance aux terres rares, on sort d'une dépendance à l'OPEP pour aller vers une dépendance essentiellement à la Chine, et on voit bien que la dépendance à la Chine, où ça mène aujourd'hui. Voilà, donc on a un véritable problème avec cette transition énergétique via les énergies renouvelables hyper sophistiquées qu'on essaie de nous vendre. Ça ne fonctionnera pas. Accessoirement, ça ne s'occupe qu'à la marge des carburants et donc de la question des transports, et c'est surtout pour fabriquer de l'électricité. Et donc, ce n'est pas du tout à la hauteur, et c'est ni suffisant, ni de la bonne nature, ce qu'on nous propose. Non, la grande transition énergétique qu'on doit mener, c'est avant tout une décroissance des flux énergétiques. Donc, comment on organise de manière systémique la sobriété, c'est pas un gros mot, d'accord ? C'est pas se tirer une balle dans le pied ou faire des sacrifices tout le temps. Non, c'est repenser nos choix et repenser comment on s'organise collectivement pour répondre à nos besoins essentiels et nous laisser un peu de marge de manœuvre de façon digne. Et il y a des moyens de faire ça, mais la transition énergétique doit s'organiser avec la transition dans la mobilité, avec la transition dans le bâtiment, avec la transition notamment dans un grand chantier de rénovation énergétique des bâtiments qui doit être prioritaire, qui doit être lancé. Voilà. Et puis à côté de ça, également en interface avec, il y a la transition agricole qui est absolument indispensable. Donc moi j'ai produit pas mal de choses également, rien que sur le champ de la transition agricole. Comment on peut revoir d'une part notre modèle agricole et puis comment on peut mettre en place des solutions pour faire une transition de phase vers ce nouveau modèle. Voilà. Justement, sur ces transitions agricoles, je vais détailler une dizaine de propositions qui permettent de creuser un petit peu. Après, le programme complet sera mis en ligne, mais on va dire 10 sous-propositions pour cette transition agricole. 1. Initier un programme d'évaluation de la résilience des territoires, cartographie des forces, faiblesses, menaces, ressources, contraintes de chaque région, évaluation de sa capacité d'adaptation en cas de choc énergétique, climatique, de nature diverse. Deuxièmement, instituer des politiques de gestion collective des communs pour préserver les ressources vitales des logiques productivistes, des marchandisations et spéculations. C'est ça, c'est les écosystèmes nourriciers sont des communs. Troisièmement, réduire drastiquement et vite la production et la consommation de produits animaux. On peut ou pas être d'accord, mais néanmoins, il y a une certaine pression induite par notre consommation de produits animaux. Quatrièmement, recycler les nutriments depuis les zones habitées vers les terres agraires. Cinquièmement, favoriser la mise en place d'un modèle agronomique durable. Il y a beaucoup de modèles. Agroécologie, agroforesterie, permaculture, maraîchage urbain et perrière urbain sur sol vivant, etc., etc. Sixièmement, inaugurer un programme d'accompagnement à la reconversion pour les exploitants agricoles, incluant la création d'un fonds de garantie et d'une assurance de revenus
pour la restructuration de la dette des agriculteurs adoptant des pratiques durables. Revaloriser le statut des agriculteurs ayant effectué la transition et les rétribuer par la production alimentaire. Il y a un véritable enjeu d'attractivité de cette profession qui perd de la main-d'œuvre année après année. À ce rythme-là, il n'y aura plus d'agriculteurs d'ici 20-30 ans. Oui, juste un truc, Cyrus. Juste un truc, Cyrus. Oui, non, parce que effectivement, tu disais, mais la fin de la phrase est importante. C'est rétribuer, tu disais, les agriculteurs pour la production alimentaire. Oui, mais ça, c'est déjà ce qui est fait. Mais aussi, parce que c'est ça la phrase, en fait, mais aussi pour l'entretien du patrimoine naturel, pour la régénération des écosystèmes et pour l'amélioration de la santé publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a au moins ces 4 champs sur lesquels on peut rétribuer les agriculteurs. Si on change le statut pour qu'ils ne soient pas juste payés pour la production de bouffe, mais qu'ils soient payés également pour le patrimoine, les écosystèmes et la santé publique, à ce moment-là, le métier change. Septièmement, améliorer la résilience des collectivités, notamment en organisant des réseaux de solidarité et de complémentarité entre producteurs sur les territoires, ainsi qu'en créant des stocks stratégiques dans les communes, denrées couvrant les besoins nutritionnels, eau potable, semences non hybridées, médicaments, fournitures et équipements essentiels. La culture de résilience dont on parlait à l'échelle communale. Huitièmement, promouvoir la multiplication des exploitations agricoles de taille plus modeste, faciliter l'accès à la terre et l'installation des jeunes. La 9e sous-proposition, je vais te laisser la détailler parce qu'elle n'est pas forcément accessible à la compréhension commune. Appliquer le scénario de transition énergétique et agricole Négawatt plus AFTER 2050. Oui, c'est Négawatt plus AFTER 2050. Oui, bon, non, enfin détailler, non, parce que là, pour le coup, il faut renvoyer vers ces 2 énormes travaux qui ne sont pas parfaits, mais qui sont quand même parmi ce qu'on a de mieux en France. C'est-à-dire que même si globalement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, je trouve, il ne faut pas oublier que ces scénarios-là ne sont pas des scénarios de décroissance. Mais ils incluent la sobriété à l'intérieur néanmoins. Mais pour autant, ce sont d'excellents travaux. Donc, il y a Négawatt pour la transition énergétique et il y a AFTER 2050, qui est un scénario pour la transition agricole. Et l'intérêt énorme et fondamental de ces travaux, c'est qu'ils fonctionnent l'un avec l'autre. Voilà, et justement, ils n'opposent pas, ou en tout cas, ils ne mettent pas dans des silos différents l'énergie et l'alimentation. Ce sont bien des choses qui doivent s'organiser de pair. Donc, je renvoie vers ces travaux qui sont très intéressants à de multiples égards. Oui, on partagera le lien. Et enfin, 10e dans cette transition agricole, impliquer les citoyens, associations et PME dans le financement et la gestion de la transition sur les territoires. Donc, c'est très, on va dire, en capacitant en français, en tout cas, c'est mobilisateur et responsabilisant et, je l'espère, fédérateur pour chacun. Si on revient un niveau au-dessus sur tes 10 propositions principales, on va peut-être faire les 5 et 6 en même temps, puisque la 5e, ça renvoie à la reterritorialisation de toutes les activités qui pourraient l'être. Et la 6e, c'est la transition du secteur financier. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, sur le plan financier, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire quand même. Si on ne le fait pas, c'est uniquement parce qu'on décide de ne pas le faire. Quand Hollande se fait élire sur le thème de moi, je ne suis pas l'ami de la finance, grosso modo, et je vais remettre la finance au pas, et puis que dès qu'il est élu, il vient signer son allégeance au monde de la finance, je schématise un petit peu. Bon, ben voilà, on se moque de nous. J'ai bien compris que ce n'était pas facile. J'ai bien compris que derrière, ce sont des gens qui ont eux-mêmes des leviers et qui ont des capacités pour te mettre la pression et te faire du chantage. J'ai bien compris. Mais au bout d'un moment, c'est juste plus possible. Donc, il faut être ferme. Et nous avons un certain nombre de propositions qui sont déjà là, qui existent déjà, que ce soit les taxes sur la transaction financière, mais que ce soit surtout la séparation des banques d'investissement et des banques de dépôt. Ça, c'est quand même absolument indispensable. C'est le b.a.-ba. Lorsqu'aux États-Unis, on voit que Bill Clinton, le gentil Bill Clinton, il est mignon, Bill Clinton a son petit sourire, il est toute sa petite bouille là, oh, il est gentil, Bill Clinton, c'est un démocrate, ah oui, il est gentil, voilà. Bill Clinton, en réalité, donc, subrepticement pendant les vacances de Noël, juste avant de quitter son mandat, donc fin 2000, et alors qu'il partait 3 semaines ou un mois plus tard, il a fait un gros cadeau à ses copains de la finance en abolissant le Glass-Steagall Act, qui était justement la séparation entre les banques de dépôt et les banques d'investissement, les banques spéculatives. Et hop, il a supprimé ça, ce qui fait qu'il a dit à ses copains de la finance, juste avant de partir, allez, ça c'est cadeau, maintenant amusez-vous, faites-vous plaisir. Et c'était du no limit. Voilà. Et no limit, 7 ans plus tard, on a la crise de 2008. Je ne dis pas que c'est entièrement lié à ça, mais ça l'a beaucoup permis également. Il faut mettre des limites à cette finance qui est hors sol, qui est en train
qui n'est pas stable, qui se moque totalement évidemment de l'intérêt collectif, qui ne réagit qu'à court terme, qui ne sait fonctionner que dans deux états essentiels qui sont l'euphorie ou la panique. C'est un truc totalement fou et nous sommes entièrement tributaires de ça. L'économie réelle derrière est entièrement tributaire de ça, y compris les biens les plus essentiels et les plus vitaux. C'est absurde. Donc moi, effectivement, nous avons développé, ce n'est pas une proposition, c'est tout un champ de propositions. Et globalement, on pourrait la résumer dans le chapeau qui était le suivant, je vais le lire, c'était mettre la finance au service de l'économie réelle. Alors déjà, créer une autorité de sûreté financière en vue d'amenuiser les risques systémiques, traiter frontalement les problèmes des paradis fiscaux, voilà, le problème de la dette, le problème de la monnaie également, qu'il y a un certain nombre de choses que l'on peut entreprendre sur cette question-là, sur la création monétaire. Et je renvoie aux excellents travaux là-dessus, notamment d'Alain Grandjean et Mireille Martini. Il faut séparer complètement les banques de dépôt et les banques d'investissement. Voilà, ça c'était les mesures phares, mais il y en a d'autres. Donc, si vous voulez aller creuser, allez jeter un coup d'œil au programme là-dessus. Effectivement, à bout d'un moment, il faut dire stop. Stop aux dérives délirantes de ce monde-là. Merci Arthur. Passons à la 7e qui va porter véritablement sur l'éducation des populations et l'éducation populaire. On voit certes aujourd'hui des comportements civiques et solidaires, mais on voit aussi, et tu l'as indiqué ici et là, son contraire. Les gens montrent des comportements de haine. Alors, cette controverse autour du professeur Raoult est totalement sortie de la sphère scientifique pour devenir un débat de Parisiens contre Marseillais. Enfin, c'est devenu bon. Et encore s'il n'y avait que ça comme opposition des uns contre les autres. On a vu de l'indiscipline, un peu d'égoïsme au moment d'aller piller les supermarchés, un peu chacun pour soi. On peut en outre prévoir dans cette période de confinement et malheureusement une explosion de violences domestiques. Donc, quelque part, on est dans une petite répétition d'une crise qui en augure d'autres potentiellement bien plus amples et on voit déjà certains comportements qu'on peut voir, hélas, irrésilients. Et en disant cela, je suis loin de faire la morale puisque j'ai été loin d'être exemplaire également et je fais mon mea culpa aussi à mon niveau. Il semblerait que plus que jamais, il faudrait former la population à un avenir autre qu'un monde magique, numérique, cornucopien, où toutes les machines et les ordinateurs nous font baigner dans un espèce de paradis qui assouvit tous nos besoins quand on veut. On fait baigner quand même les jeunes dans cette illusion illimitiste d'un monde sans limites, alors même que notre civilisation est en train d'exposer les limites. Si on ne forme pas les enfants et les jeunes maintenant à des compétences plus pertinentes au monde de demain, pas seulement de savoir-faire, mais aussi de savoir-être, et des connaissances sur une vie sous contrainte, qui n'est pas forcément une vie totalement désagréable, mais néanmoins, il faut s'adapter aux contraintes, auquel on peut rajouter une véritable culture de la démocratie et d'implication citoyenne. Là-dessus, Arthur, ça fait des années que tu proposes, avec des collègues, un programme d'éducation populaire. Oui, enfin, c'est un programme, effectivement, on peut schématiser ça en disant éducation populaire, donc c'était la nature de ma proposition, sachant qu'au final, ce qu'il faut effectivement essayer de faire évoluer, ce sont les normes sociales et les normes culturelles de notre société, parce qu'il y a des choses à revoir, parce qu'il y a des malentendus terribles sur des choses essentielles qui subsistent, parce qu'on ne comprend pas les limites qui nous sont imposées par la nature. On pense que quelqu'un qui parle de limites, c'est nécessairement quelqu'un qui veut te limiter. C'est son but, il veut te limiter, donc c'est quelqu'un qui a des projets peut-être politiques dont il faudrait se méfier. Non, alors attendez, il y a des limites. On est en train de les atteindre. C'est quelque chose de physique et de scientifique. On peut en discuter longtemps. Je donne des conférences entières sur ces questions des limites. Donc, si vous voulez voir, allez jeter un coup d'œil sur d'autres vidéos, parce qu'on n'a pas le temps de développer. Là. Mais des limites existent. Donc, il y a deux solutions quand il y a des limites qui existent. Soit on les comprend, on les accepte, on anticipe, on s'adapte. Et dans ce cas-là, on peut gérer ces limites avec des contraintes qui, certes, sont différentes et peut-être un peu plus fortes qu'avant, mais ça n'empêche pas, comme tu le disais, de vivre des vies créatives et où on peut faire plein de choses. Et on peut justement les faire et garder potentiellement une société libre si on connaît et si on accepte les limites. Parce que si on essaye de les nier, on se tire une balle dans le pied, on est en train de scier la branche de l'arbre du vivant au bout de laquelle on est suspendu, quoi, hein. Ça veut dire qu'on est en train de fabriquer notre propre extinction. Ça peut aller jusque-là. Donc, voilà, il faut impérativement sensibiliser les gens à cette existence de limite.
et essayer de recadrer ou de recaler un certain nombre de sujets, de débats, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est absurde. Ce que nous disent les élites, que ça arrange bien de nous maintenir dans un état d'inculture, à un certain nombre d'égards. Ce qu'on fait passer sur les grands médias, c'est quoi les grands médias? Il l'avait dit, hein, c'est quoi? C'était je sais plus, c'était chez TF1, il avait dit, les grands médias fournissent aux annonceurs, donc aux gens qui payent pour la pub sur les médias, les grandes marques, donc les grands médias fournissent aux annonceurs du temps de cerveau disponible. Vous payez pour votre télé, alors vous achetez le téléviseur, effectivement, et vous payez sans doute une redevance, mais est-ce que vous payez cher pour la production des contenus que vous voyez à la télé? Parce qu'il faut bien les payer, ces contenus. Est-ce que vous payez cher pour ça? Non. Donc, si vous ne payez pas, comme disait Chomsky, c'est que ce n'est pas vous le client, c'est que c'est vous le produit. Donc, et client, Patrick Lelay, en 2004, PDG du TF1 à l'époque. Merci, voilà. Donc on vend aux annonceurs, aux grandes marques, du temps de votre cerveau disponible pour accueillir leur message. Voilà exactement, je schématise un peu, tout n'est pas là-dedans, mais il y a quand même beaucoup de ça dans les grands médias. Et on vit dans ce monde où les gens ne comprennent pas des choses fondamentales sur le rôle de l'énergie, par exemple, dans ce monde, sur l'essentiel, à quel point c'est essentiel d'avoir une culture écologique. Je n'ai pas dit écologiste, je ne parle pas des écolos, je parle de l'écologie en tant que l'environnement, entre guillemets, la nature, le reste du vivant, notre place là-dedans, nos interactions avec. C'est absolument indispensable. On ne vit pas dans nos villes indépendamment du reste de la nature. C'est faux, on en est plus dépendant que jamais. Et puis la technologie, le rôle de la technologie. Et puis des questions comme le partage du temps de travail. Ah, ça tout de suite, il y a des gens qui vont se braquer si on dit des choses comme ça. Ben, il faut en discuter. Parce que pourquoi on se braque? Il faut comprendre ce que ça implique. Également, les histoires de revenus universels. Il y a des gens, oui, ils sont à fond pour, mais sans vraiment réfléchir à la question. Et d'autres qui sont à fond contre, sans vraiment réfléchir à la question. C'est bien ça le problème. Le problème, c'est le sans vraiment réfléchir à la question. Il y a des postures et des a priori sur tout. Le revenu universel, il y en a qui disent, par exemple, cette crise du coronavirus met en lumière le fait qu'il en faut à tout prix un revenu universel. C'est l'occasion de faire passer l'idée. Ok, peut-être, mais lequel? Parce que revenu universel, en fonction de combien tu donnes, à qui c'est qui paye, en échange de quoi éventuellement c'est. On te donne un truc, mais est-ce qu'on te prend autre chose en échange? Les conditionnalités, etc. En fonction de tout un tas de choses, ce n'est pas le même projet. On peut aller d'un projet décroissant, altermondialiste, à un projet ultra néolibéral, d'un projet de gauche à un projet de droite, etc. Ça dépend complètement de comment c'est. Aux États-Unis, dans les années, je crois, 60, il y avait Martin Luther King qui était pour un revenu universel. C'était une vision plutôt de gauche. Et puis, il y avait Milton Friedman, qui était un économiste ultralibéral, qui était pour un revenu universel. Mais ce n'était pas le même. Ce n'était pas du tout le même. Et c'était des projets radicalement opposés dans leurs idéologies. Le MEDEF, en France, plus récemment, je ne sais pas si c'est encore le cas, a poussé pour avoir un revenu universel. Mais ce n'est pas le même. C'est quoi ce revenu universel-là? Et en contrepartie de quoi il serait… On donne aux gens juste de quoi survivre, et en contrepartie de ça, on peut les licencier plus facilement. Donc, ça rajoute de l'agilité et de la fluidité dans le monde du travail. On peut embaucher facilement, licencier facilement. Et puis, les gens, ils ne vont pas crever. Ils ont de quoi subsister. Ouais, subsister, hein. C'est tout petit, c'est rien du tout. Les gens survivent. Mais juste assez pour qu'ils ne crèvent pas, mais également juste assez pour que si on leur propose du travail, ils sont aux abois. Donc, oui, ils le prennent. Et donc, on peut, hop, en claquant des doigts, avoir de la force de travail. En claquant des doigts, la foutre à la porte. Si c'est ça, alors c'est pas bon. D'accord? C'est un monde atroce. C'est dystopique, ça. Hein. Donc, je dis juste que sur ce sujet-là, comme sur plein d'autres, ce sont des sujets complexes. Il faut faire de l'éducation populaire. Il faut expliquer aux gens sur les indicateurs de richesse, sur la finalité d'une nation, sur le rôle d'un dirigeant, sur la citoyenneté, sur notre responsable à tous, sur les questions éthiques, sur ce que c'est que le vivre ensemble, y compris peut-être sur la question de la condition animale qui m'est chère, et sur tout un tas de questions comme ça. Il faut engager un changement, une évolution par l'intelligence, par le savoir partagé, et non pas par les postures et les idéologies, une évolution des codes culturels. Donc, un grand programme d'éducation populaire, c'est-à-dire utiliser la force de frappe de l'État pour décliner un grand programme de communication sur ces sujets, qui sont ensuite sous-traités à des gens, ce n'est pas l'État qui ferait tout, et qui intégrerait également des experts et des citoyens. Voilà, il ne s'agit pas de penser que c'est l'État qui fait sa propagande. Ce n'est pas une question de propagande, c'est l'exact contraire. C'est une question de sortir de la propagande et d'essayer de partager aux gens
des choses qui leur permettront de développer des points de vue informés avant de se décider sur des choses essentielles. Voilà. Puis, donc, il dit éducation populaire, dit aussi implication des collectivités locales et des municipalités qui sont au plus proche des besoins d'éducation de leur Totalement. population en fonction du contexte. Donc, tout ce qu'on est en train de dire est tout le contraire d'un programme soviétique. Totalement. Et la question de la reterritorialisation est également valable pour la vie politique, parce que notamment la démocratie qui est chère à un certain nombre de compatriotes, la démocratie, aujourd'hui, on n'est pas dans une démocratie. Voilà, on n'est pas. On n'est ni dans une démocratie ni dans une république. Alors on se targue d'être les deux, on n'est ni l'un ni l'autre, hein, parce que liberté, égalité, fraternité, on n'y est pas du tout, d'un côté, et puis le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, non plus, du tout. On n'est pas du tout dans ces trucs-là. Et ce sont des choses qui s'organisent mieux, beaucoup mieux à l'échelle territoriale. Mais bon, il y a plein de gens qui ont écrit là-dessus. Platon, déjà, avait écrit là-dessus, Tocqueville et compagnie. C'est ça. Non, on tente ici humblement de faire une synthèse d'un sujet très, très riche avec ces 10 propositions, mais je les poursuis. Tu as eu ton huitième sujet que tu voulais évoquer, c'était la réforme constitutionnelle. Oui. Alors là aussi, la réforme constitutionnelle qui est la suite du programme d'éducation populaire. Je dis bien la suite dans le temps. Il y a un certain nombre de gens qui poussent l'idée de il faut réécrire la Constitution. Mais je vois, et je suis d'accord, il y a un certain nombre de choses à changer. Il y a de nouvelles institutions à créer, notamment une 4e chambre parlementaire. Il faut voir notamment les propositions qui avaient été poussées par la Fondation Nicolas Hulot là-dessus, sous l'égide de Dominique Bourg, qui a beaucoup travaillé sur les institutions. C'est en fait une chambre parlementaire qui serait chargée de prendre en compte le temps long, hein, c'est-à-dire le long terme. Voilà, il y aurait notamment, après c'est comment on constitue cette chambre, on peut en discuter. Moi je pense qu'il faut des citoyens tirés au sort, il faut des experts, il faut de la société civile, en plus de passons. Mais toujours est-il que réécrire cette constitution, oui, il y a plein de choses qu'il faudrait changer, améliorer, parce que le monde change, et là, cette constitution qui date de 1958, elle est plus valable aujourd'hui à un certain nombre d'égards. Ok. Maintenant, deux problèmes à faire ça. Si on réécrit la Constitution, qui c'est qui le fait? C'est en mode top-down, quelqu'un qui décide tout, ou c'est collectivement? Je pense que c'est forcément collectivement. Mais parce que si ce n'est pas collectif, ça n'implique pas les gens, et donc ça passe pour, je ne vais pas dire de la dictature, mais en tout cas c'est très autoritariste. Aujourd'hui, la Constitution, c'est quoi? C'est le texte qui est censé fixer des limites aux gens qui sont au pouvoir. Ça doit s'écrire par le peuple. Ça doit s'écrire par le peuple. On ne peut pas laisser... C'est ce qu'on a fait, hein, là. On a laissé les puissants écrire la Constitution pour nous. Ils ne vont pas se mettre de limites tout seuls. C'est censé être la force de rappel du peuple, la Constitution. Donc, il faut la réécrire ensemble. Mais seulement après avoir fait un grand programme d'éducation populaire. Voilà. Donc, c'est pour ça que si j'étais président, il y aurait un grand programme d'éducation populaire de 3-4 ans et à la fin de ça, une réécriture collective de la Constitution. À la fin. Je ne sais pas ce que ça donnerait, mais ce serait déjà mieux que de faire le contraire. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, oui, ok, on réécrit la Constitution, mais ça ne suffit pas. Il faut changer le statut de la Constitution. La Constitution est censée être la loi fondamentale. Elle est censée avoir un statut supérieur aux autres lois. Pour autant, tout le monde s'en fout. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Il y a quand même des choses très bien dans cette Constitution. Il y a des principes très forts. Tout le monde s'en fout. Ils ne sont pas respectés par les dirigeants, par le monde économique, du tout. Il n'y a pas que la Constitution en elle-même. Il y a ce qu'on appelle le corps constitutionnel. Je dis peut-être une bêtise, je ne me souviens plus. Le corps, il y a un nom précis. Bref, il y a plusieurs textes qui constituent le corps constitutionnel, dont la Charte de l'environnement de 2004, qui est adossée à la Constitution et qui a valeur constitutionnelle. Logiquement, les articles de la Charte de l'environnement sont de même valeur que les articles de la Constitution. Bon, mais regarde les articles, lisez, hein, reprenez cette charte de l'environnement et vous allez voir que la quasi-intégralité des activités humaines en France aujourd'hui sont anticonstitutionnelles. Voilà. L'article 2, c'est chaque personne a le devoir de se préoccuper de l'environnement. C'est l'article 2. Bon, ben, on n'y est pas. Hein. Donc, et vous allez voir, hein, on ne respecte pas la Constitution. Donc, la changer, oui, dans certaines conditions, à voir. Et puis surtout, il faut revaloriser le statut de la Constitution, redire, c'est notre texte fondateur essentiel qui définit tout notre régime politique. Le 9e sujet, c'était le revenu universel que tu as déjà abordé. Est-ce que tu as des compléments?
Oui, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce serait peut-être effectivement l'occasion de au moins expérimenter ça, mais pas n'importe lequel, comme je le disais précédemment, on ne va pas repartir là-dedans. En fonction de comment le projet est conçu, eh ben, ce n'est pas le même projet. Et lorsque j'ai rejoint l'équipe de Charlotte Marchandise pendant la présidentielle de 2017, en tant que directeur programme, Charlotte Marchandise, on était tout à fait en phase évidemment sur un certain nombre d'idées, sur presque tout, sinon je ne serais pas là. Enfin, j'aurais pas été là. Et elle m'a notamment demandé d'étudier la question d'un revenu universel pour voir si on ne pouvait pas intégrer ça au programme. Et donc, moi, qui connaissais mal ce sujet à l'époque, je me suis empressé de regarder tout ça. Et j'ai réalisé que des propositions pour un revenu inconditionnel, un revenu universel, un revenu de base, un revenu à vie, un salaire à vie, un ceci, un cela et tout, en fait, des propositions, il y en a énormément. Et comme je te disais, elles sont très peu compatibles les unes avec les autres. Des fois, il y a quelques différences mineures, des fois, c'est des différences majeures avec des gens qui, de l'extérieur, on se demande pourquoi ils se détestent, mais ils ne peuvent pas se blairer parce qu'ils portent des idéologies radicalement incompatibles. Bref, nous avons, après des mois et des mois, enfin des mois, non, c'est pas vrai, après des semaines du dur labeur sur cette question, nous avons finalement identifié une proposition qui nous semblait faire parfaitement sens. Voilà, c'est-à-dire que non seulement elle correspondait effectivement à notre vision du monde, mais au-delà de ça, elle était très intelligente et elle s'autofinançait, en grande partie en tout cas, et elle nous paraissait extrêmement intelligente. Je vais vous renvoyer vers le programme que tu vas mettre en ligne, dont tu vas mettre le lien en dessous de la vidéo, parce que vous verrez, vous cliquez, c'est un document, et à la fin de ce document, tout à la fin, il y a un petit chapitre de quelques pages qui est spécifiquement sur cette proposition. C'est une proposition qui a été développée par quelqu'un qui s'appelle Patrick Collin de Verdière. Patrick Collin de Verdière a passé des années à fabriquer une proposition qui n'est pas qu'un revenu universel, mais qui est une articulation très intelligente et très subtile, mais compliquée, c'est pour ça que je ne vais pas l'expliquer maintenant, entre un revenu universel, un partage du temps de travail et une certaine réforme fiscale. Et les trois ensemble, tels qu'il l'a agencé, fait qu'il n'y a pas de problème de financement de cette histoire et que c'est bien pour, je dirais, pour les gens. Ça, en fait, le fait de pouvoir avoir ça fait que ça retourne le rapport de force entre les employeurs et les employés. Tu n'as pas besoin de travailler pour vivre dans des conditions correctes, décentes. Et donc, derrière, ça pousse les employeurs à nous proposer du travail qui fait sens, à nous proposer des conditions de travail qui sont dignes. Voilà un petit peu ce que ça veut dire. Et donc, ils ne te tiennent pas par les cocognettes en te disant bah ouais, si tu ne fermes pas ta gueule, si tu n'es pas gentil et obéissant, tu perds ton job et du coup, comment tu vas vivre? Là, ce n'est plus le cas. Donc, c'est quelque chose d'assez fondamental. Et enfin, pour conclure, une dernière proposition consistant à protéger les services et biens de consommation de la base de logique purement de marché, de financiarisation et de spéculation. Voilà. Donc récemment, on a entendu Macron dire qu'il fallait, je ne sais plus comment il l'a dit exactement, mais qu'il fallait protéger les services de soins, les systèmes de soins des logiques de marché. Je crois qu'il a dit ça à peu de choses près, à peu de mots près. Je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a défendu le point de vue contraire certainement depuis sa naissance. Et d'un seul coup, il s'éveille à la conscience qu'il y a des choses qui peut-être mériteraient de sortir des logiques spéculatives. Ben ouais, Emmanuel, et oui, et tous les autres, effectivement, ce système qui est totalement fou dans lequel vous nous avez engagés et nous met en danger. Et c'est le cas aujourd'hui sur le plan sanitaire, mais c'est le cas plus gravement encore en réalité sur le plan alimentaire et puis d'autres plans énergétiques notamment. Et nous avons aujourd'hui impérativement besoin de mettre en place une politique de commun. Donc tu as déjà dit le mot une fois tout à l'heure parce que c'était dans les propositions sur la transition agricole. Ça encore, c'est comme résilience, c'est comme écologique. C'est des mots qui sont aujourd'hui totalement galvaudés. Il y avait énormément de gens qui viennent y coller des significations et des étiquettes. Alors les communs, ce serait un truc de gauchiste, ce serait presque un retour au communisme, etc. Mais ça n'a rien à voir. C'est de la prévention des risques. D'accord ? C'est comment on s'organise concrètement pour vivre bien en gérant d'une manière qui implique les gens, donc c'est durable dans le temps, et sans créer des conflits. Comment on s'organise pour gérer ensemble des choses qui sont essentielles à la survie de tous.
Voilà, point. C'est du bon sens paysan, en réalité. La logique des communs, c'est d'abord, on identifie ce que sont les communs. Ça va être la nourriture de base, ça va être l'eau, voilà, ça va être des sols sains, un environnement sain qui est capable de produire. Ça va être peut-être des semences, et pas des semences hybrides F1, des grands semenciers qui sont inscrites au catalogue, mais bien, et tu n'as qu'un certain nombre de variétés qui existent pour faire des grandes monocultures de ces trucs-là, peut-être même OGM des fois, sous prétexte que ce serait mieux. Non, au contraire, ce dont on a besoin, c'est une variété de plein de semences qui sont reproductibles, que les paysans puissent continuer à refaire ce travail qu'ils ont fait depuis des siècles et des millénaires de reproduction et de sélection progressive des semences en fonction des sols, en fonction du climat, etc. On a besoin de ça. Le reste, c'est que du business. Donc, on a besoin de semences également paysannes, d'énergie, de logement, accès à l'information, à l'éducation, à la santé, etc. Un certain nombre de… Tout ça, ça doit être des communs. Donc, on doit ouvrir une conversation collective sur qu'est-ce que ce sont que les communs. Et une fois qu'on a défini les choses qui sont essentielles pour tous et qu'il faut protéger effectivement des logiques spéculatives, des logiques de marché, de marchandisation, de financiarisation, etc., alors on met en place un dispositif qui permet de faire en sorte que chacun y a accès d'une manière, je dirais, libre et puisse assurer sa survie. Donc, derrière, il y a une proposition qui me paraît une proposition pleine de bon sens et qui a été produite, pas par moi, mais par des gens, dont quelqu'un qui s'appelle Vincent Liéget, que j'aime beaucoup. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur les travaux, notamment de Vincent Liéget, Liegey. Et ça s'appelle, ils ont appelé ça la DIA, la dotation individuelle d'autonomie. La dotation individuelle d'autonomie, c'est prendre vraiment ce qui est essentiel et faire en sorte que les gens l'aient. La société assure ça aux gens. Donc, par exemple, en termes d'eau, les premiers litres dont tu as besoin chaque semaine, chaque mois pour vivre, eh ben, c'est cadeau. Ils sont assurés. Donc, ça veut dire qu'en amont, il faut que des systèmes qui assurent la ressource en eau et qui la préservent. Et ça veut dire ensuite qu'en aval, c'est donné aux gens. Ils n'ont pas à payer pour ça. Pareil pour les premiers kilowattheures d'électricité. Pareil pour, je ne sais pas, un certain débit ou un certain accès à l'information. Pareil pour les services publics, etc. Ce sont des choses qui sont assurées aux gens de façon gratuite. Mais les gens vont dire, ouais, mais comment tu finances tout ça? Eh bien, ce n'est pas difficile. Au-delà d'un certain seuil, au-delà de ces premiers litres essentiels ou de ces premiers kilowattheures essentiels, tu commences à payer, et puis il y a différentes tranches, et tu payes de plus en plus cher. Et si tu décides de faire un usage dispendieux de ces ressources essentielles, je ne sais pas, en irriguant, enfin non, en arrosant ton parc en pleine canicule, parce que tu es très riche et que tu as un parc, ou ton golf, ou je ne sais quoi, eh bien très bien, si tu veux le faire, fais-le, mais tu vas raquer un max. Et donc tous les usages, remplir sa piscine, pareil, je parle de l'eau là, voilà, ou utiliser une quantité d'énergie phénoménale tout le temps, mais tu raques un max. Au final, les premiers, toutes les choses essentielles sont gratuites. Au-dessus, tu payes beaucoup, plus cher, de plus en plus cher à mesure. Il faut décider des seuils, etc. Et au final, c'est ta assiette, on va dire, fiscale et à budget équivalent. Là, ça ne coûte rien à l'État, c'est juste qu'on distribue différemment. Voilà, donc ça me semble extrêmement important. Mais attention, parce que sur ce genre de choses, dans le système actuel, on a certaines instances, comme par exemple un conseil constitutionnel, qui pourrait juger ça anticonstitutionnel. Ah ben oui, c'est anticonstitutionnel, parce qu'à partir du moment où il y a certaines boîtes qui pourraient faire remarquer qu'elles ne peuvent pas donner et qu'il faut faire payer parce qu'un service, ça se fait payer parce que sinon ce n'est pas rentable, et qu'on repart dans une logique où tout doit être rentable, où tout doit être profitable, des sociétés pourraient bloquer et on pourrait constituer que c'est contraire aux règles du marché, que c'est contraire aux règles de l'OMC. Donc attention également, il faut peut-être changer les institutions avant d'essayer de mettre en place un truc pareil, ou alors il faut le faire d'une manière tout à fait proactive au niveau d'un territoire, en rentrant en résistance. Il faudrait que des élus rentrent en résistance en disant ben ouais, mais chez nous, on instaure ça maintenant, on va tester le fonctionnement pendant quelques années. Un point, c'est tout. Et le faire. Point. Voilà. Merci Arthur. Ça ouvre beaucoup de pistes. Ça remet au goût du jour des propositions qui prennent d'autant plus de pertinence aujourd'hui pour certaines. Peut-être un mot de conclusion sur, en quelque sorte,
ta légitimité, notre légitimité en général à porter ces propositions. Donc, nous n'avons aucune prétention, si ce n'est être dévoué à l'intérêt général. Pour ta part, quand même, je rappelle, tes conférences et tes vidéos ont été vues et ont inspiré des centaines de milliers de personnes qui, à leur tour, en ont parlé à des millions de personnes qui, sans forcément te connaître, ont entendu parler de tes constats et de tes Ouais, propositions. j'aimerais bien que ça en ait touché des millions, je ne suis pas sûr quand même. Ah, voilà, je teste autour de moi. Je vois que, alors, pas que toi, puisque tu t'inscris dans une sphère, on va dire, plus large de citoyens engagés sans véritable affiliation politique, mais qui ont remis au goût du jour et fait prendre vastement conscience depuis, on va dire, surtout une accélération depuis 4-5 ans, des notions de limite et des notions de vulnérabilité de notre système. On peut saluer évidemment Jean-Marc Jancovici sur les questions énergie-climat, Mathieu Ozano sur les questions de pétrole, on peut saluer Pablo Servigne, on peut saluer Stéphane Linou et Alexandre Boisson pour leurs travaux auprès des collectivités, et notamment Stéphane Linou auprès du Sénat sur la résilience alimentaire. On peut saluer Vincent Mignereau, Laurent Hayet ou encore Laurent Testo. Donc tous ces gens qui peut-être au premier abord ont pu être catalogués, moqués ou que sais-je, mais qui ont quand même diffusé cette notion de limite et alerté dessus. Et sachant que tout ce beau monde n'est pas, enfin, tout le monde n'est pas d'accord les uns avec les autres, mais il y a cette, on va dire, communauté éclectique qui répand ces idées-là et dont tu fais partie. Et j'en témoigne que oui, c'est tout à fait des millions, si ce n'est des dizaines de millions de Français ont directement ou indirectement été sensibilisés par cette question que quelque chose ne tourne pas rond et que ça commence à coincer. Voilà, c'est pas par magie qu'on va éternellement repousser les limites. Merci beaucoup Arthur. Je ne sais pas s'il y a des mots de conclusion avant de clore. Oui, oui, rapidement, parce qu'effectivement, on a explosé le timing qu'on s'était fixé. Et donc on va clôturer. Moi, je dirais qu'il est temps de regarder l'avenir en face. C'est d'ailleurs un slogan que j'avais proposé il y a quelques années, mais que je garde. C'est-à-dire qu'il faut se tourner vers l'avenir, mais le regarder en face, les yeux dans les yeux également, c'est-à-dire pas se voiler la face. Donc, il y a ça, c'est une première chose. Et je voulais également faire passer un message à tous ceux qui seraient arrivés jusque-là, mais qui pourraient malgré tout se dire que oh, ça, c'est très… c'est un peu le retour à la bougie, quoi. Il y a beaucoup d'écologie là-dedans et que du coup, il nous parle de descente des flux énergétiques et matériels, tout ça, ce mec-là. Et du coup, ça, c'est une régression. Non, alors, qu'on soit bien clair, la régression, la grande régression, elle arrive, qu'on le veuille ou pas. Voilà, la grande régression, on est arrivé aux limites. Le maximum de pétrole qu'on a, conventionnel et non conventionnel confondus, qu'on a réussi à extraire du sol, pour l'instant, c'est en novembre 2018. Je dis pour l'instant parce que bon, on n'est pas à l'abri que ça reparte à la hausse un jour. Mais enfin, depuis novembre 2018, ça baisse et il n'est pas impossible qu'on ait passé le pic pétrolier de l'histoire, que jamais ça ne revienne à ce niveau-là. Si ce n'est pas en novembre 2018, si c'est un peu plus tard, bon, de toute façon, ce moment arrivera. Mais il est possible qu'on ait passé le pic. Nous sommes dans une situation de descente énergétique et matérielle. De toute façon, ça va s'accélérer. C'est le propre de l'exponentielle. Je pense que si vous ne saviez pas ce que c'est qu'une exponentielle, vous commencez un petit peu à le ressentir avec cette histoire de coronavirus. On a tous été pris de court. Même des gens disaient ça hier. Quand on a discuté de cette vidéo, Cyrus et moi, on se disait ça. Même nous, même peut-être encore plus moi qui parle d'exponentielle tout le temps. Depuis le mois de janvier, je discutais et je parlais avec des gens de ce coronavirus en Chine qui me faisait un petit peu peur. Je gardais un œil là-dessus, mais jusqu'au 10 mars, je n'ai pas percuté. Jusqu'au 10 mars, c'est quand même resté un peu lointain, conceptuel, et d'un seul coup, ça s'est accéléré. Et d'un seul coup, hop, ça s'est enchaîné, confinement, machin, et ça a été, il y a eu un petit moment de, je dirais pas de panique, mais un petit moment de, oula, il va falloir réagir là. Et vous voyez, c'est pas le tout de le savoir, parce que moi je le savais. C'est le tout de le ressentir. Il faut ressentir les choses. Mais le savoir est abstrait. Donc aujourd'hui, il y a des exponentiels qui sont en train de se mettre en place partout, et on va être surpris. On va se faire surprendre, comme on l'a été pour le coronavirus. Il y a une grande descente énergétique et matérielle qui s'impose à nous. Soit on l'anticipe, on le fait, soit on la subira dans le chaos parce qu'on ne l'aura pas anticipé, parce qu'on se sera cru invulnérable jusqu'au dernier moment. Et anticiper cette grande descente énergétique et matérielle, c'est que tout ce que j'ai dit va dans ce sens-là, tout en garantissant une dignité humaine et également en changeant un peu les modalités qu'on a
d'échange et d'interaction avec la nature, parce qu'on a besoin de changer ça, sinon on va continuer à tout détruire. C'est ça un petit peu l'objet de tout ce que je viens de dire et tout le programme vers lequel vous allez pouvoir cliquer. Le truc est que cette grande transition, elle requiert des talents, elle requiert de la créativité, de l'ingéniosité, énormément de savoir. Ce n'est pas une régression, c'est être capable aujourd'hui de produire ce qu'on a de mieux. C'est un immense défi, un défi d'innovation, mais pas que d'innovation technologique, loin s'en faut. L'innovation technologique, elle a certainement son rôle à jouer, mais en réalité à la marge, au service d'un projet, d'une vision, qui elle-même est assez innovante, dans sa façon, en tout cas novatrice dans sa façon de voir les choses. Et aujourd'hui, c'est un grand défi à relever, que la France pourrait relever. Certes, la France est petite dans le monde, mais la France est capable d'un certain nombre de choses de qualité, notamment pour tout ce qui concerne le fait d'optimiser les systèmes complexes. On a les meilleurs ingénieurs du monde quasiment sur ces questions-là. Bref, la France peut devenir une espèce de fer de lance, une avant-garde de cette réinvention, de cette transformation vers quelque chose qui, à certains égards, sera moins, parce qu'il va falloir décroître un certain nombre de flux, mais qui, à plein d'égards, sera plus, ce sera peut-être moins. En fait, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que malgré la descente quantitative, nous ayons une croissance qualitative. Et ça, c'est un immense défi. Donc, tous sur le pont, et on a besoin des meilleurs talents. Voilà, c'est pas rétrograde. C'est justement, c'est le there is no alternative qui est rétrograde. C'est le penser que forcément, si ce monde-là ne continue pas, il n'y a pas d'alternative. C'est délirant, c'est débile. Soyons créatifs. Je confirme que ce genre de message beaucoup d'ingénieurs sont tout à fait réceptifs à ce genre d'opportunités. Pas tous, tous ne pensent pas comme nous évidemment, et chacun pense ce qu'il veut. Mais oui, tout à fait, c'est motivant et beaucoup d'opportunités s'ouvrent. Merci beaucoup Arthur. Je te propose de clore ici. Continuons chacun avec nos maigres moyens, essayer de parler autour de nous et de faire et d'entraîner. Merci beaucoup à toi. Comme toujours, je trouve que tu as été très galvanisant. Et comme toujours, j'ai été très bavard. Merci beaucoup, Cyrus. Non, c'est très bien. Allez, au revoir et à bientôt.